Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui est Julien Drey. Bonjour Julien Drey. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci vous êtes le surtout. porte-parole du Parti Socialiste. Lequel Parti Socialiste aujourd'hui est en difficulté à l'orée du premier tour des élections législatives. Certains parlent de boucherie, voire de disparition, en tout cas d'humiliation. Vous nous direz ce qu'il en est. Je rappelle que le Parti Socialiste, en 2012, avait la majorité à l'Assemblée, au Sénat, dans les régions, dans les départements. Et dans 10 jours, dit-on, il ne comptera peut-être que 25 à 35 députés, avec à la clé peut-être des problèmes financiers. Pour mémoire, en 1993, votre parti était passé de 275 à 57 députés. Vous serez interrogé dans cette édition de Face aux chrétiens par Corinne Laurent pour La Croix, Bonjour. Alain Baron pour Radio Notre-Dame Bonjour. et Romain Mazneau pour RCF. Bonjour. C'est Corinne Laurent qui vous pose la première question. Emmanuel Macron a été élu il y a un mois. Comment jugez-vous ses débuts à la présidence de la République ? Julien Drey. Je pense que Emmanuel Macron est tout sauf un imbécile. Bon, c'est déjà un bon point. Il avait d'abord bien observé la vie politique, on s'en rend compte. Je me demande des fois même s'il n'avait pas un petit cahier et chaque soir il notait tout ce qu'il ne fallait pas faire ou tout ce qu'il avait appris. Donc il a été habile et c'est clair que son élection a créé un choc dans le pays, un choc positif au départ, avec une envie que les choses changent, que ça bouge, que ça aille mieux. On voit notamment dans la jeunesse un intérêt, donc il ne faut pas sous-estimer ce qui s'est passé. C'est quelque chose de ce point de vue-là qui est utile pour le pays et ce qui est utile est donc positif. Alors après, comme j'ai dit qu'il était habile, il sait que le mois qui vient de s'écouler était un mois de tous les dangers, parce qu'il y avait l'élection législative, et que dans ce mois-là, il y a des erreurs à pas faire. Éviter les fautes de quart. Voilà, qui pourraient brouiller. Il se souvient, je pense, habilement, puisqu'il a beaucoup de centristes autour de lui, de la faute qu'avait fait M. Borloo en 2007 sur la question de la TVA sociale, et qui avait coûté plusieurs dizaines de députés à la droite. Donc, ils ont essayé, lui et son gouvernement, de déminer en restant beaucoup dans la communication, dans la forme, et en jouant beaucoup sur le caractère neuf, jeune, volontaire. Donc là, vous êtes plutôt positif, Julien Drey. Je suis positif parce que c'est la réalité des choses. Je veux pas, quand les choses sont telles qu'elles sont, on ne va pas mentir en disant c'est pas bien, quoi. Voilà. Alors après, derrière, on voit les problèmes politiques, on les pointe, on commence à voir les choses. C'est pour ça que le débat sur les élections législatives est un débat difficile. Moi, j'étais contre l'inversion du calendrier. Je suis encore plus. Je pense que c'est voilà, parce qu'on voit bien que ceux qui ont conçu cette machine infernale l'avaient conçue parce qu'ils savaient que les législatives allaient entériner le choc des présidentielles. Et ça joue aujourd'hui comme ça a joué pour nous d'ailleurs. Donc il n'y a rien à faire. 2012. Il n'y a pas rien à faire. Il y a essayé de faire passer des messages, de prendre date, mais c'est une situation difficile. Y compris nos candidates et nos candidats en ce moment disent eux-mêmes que l'intérêt pour les législatives est beaucoup moins important que pour les présidentielles, donc je pense qu'on va avoir un problème de participation quand même. Et puis, deuxièmement, que dans toutes les réunions, les gens disent il faut lui laisser sa chance. On peut pas être toujours dans l'opposition. Et donc c'est difficile de dire ah ben non, d'ores et déjà tout va mal. C'est pour ça que je pense que la gauche, notamment emmenée par la France Insoumise et par Jean-Luc Mélenchon, qui a joué d'abord la division, qui nous affaiblit énormément dans cette élection, parce qu'on va voir que le scrutin proportionnel amplifie les choses et que si la gauche avait été un minimum unie, elle serait plus forte à l'Assemblée nationale qu'elle ne va l'être. Et deuxièmement, ce caractère tout de suite dénonciatoire, annonçant que des malheurs, ne passe pas dans le pays. Bon, et à juste titre d'ailleurs, parce que moi je suis comme beaucoup de mes concitoyens et nos concitoyens, j'ai envie que les choses aillent bien, parce que la question qui est posée, c'est si ça va pas bien, si on s'en sort pas, il y a vraiment des risques. On ne sait pas où ça va aller après, il y a la peur du Front National. Donc, donc le travail que nous faisons, nous, aujourd'hui, c'est de dire, nous ne sommes pas, nous, je l'ai dit, nous ne sommes ni macrophobes, ni macrophiles. Nous essayons d'être justes, de défendre un certain nombre de choses auxquelles nous tenons, en termes de modèle social, et nous disons, et ce que j'essaye de faire, que chaque député socialiste va être un député vigilant par rapport à ce projet-là. Corinne Laurent. Oui, alors justement, est-ce que le risque à présent, vous l'avez dit, les gens disent laissons-lui sa chance, est-ce que le risque n'est pas qu'il ait une majorité pléthorique ? C'est un peu institutionnellement c'est inévitable, mais est-ce qu'on n'aura pas une majorité godillot et simplement une chambre d'enregistrement ? C'est le problème de ce mécanisme institutionnel. C'est évident que, on sent, on va pas
par une surprise incroyable, on sent malgré tout qu'il va avoir la majorité, et une forte majorité, et peut-être même une majorité introuvable, comme on dit. Bon, ça, c'est encore des choses qui vont se jouer dans les dernières heures, dans les derniers jours. Vu la manière dont ils ont recruté leurs députés, bon, qui est quand même très particulière. Bon, moi, si vous voulez, je veux bien qu'on me dise que c'est ça la modernité, mais si la modernité, sur le plan politique, c'est d'envoyer des CV, de faire un entretien d'embauche et d'être sélectionné député, en faisant croire souvent qu'on est neuf alors qu'on n'a rien de neuf parce qu'on a déjà, ou on a été rejeté dans d'autres familles politiques, ou on est dans des arrangements familiaux qui font que c'est toi qui y vas et pas moi. Vous savez, j'ai lu comme vous les études qui ont été faites sur les candidats d'En Marche. On est plutôt dans les CSP+, et on est plutôt dans les représentants de la France qui gagne, de la France des entrepreneurs, que dans la représentation qu'on nous avait annoncée de toute la société française, y compris sur le plan de la diversité. Bon, alors, parce que c'est la réalité du processus qu'ils ont mis en place. Bon, voilà. Donc on risque effectivement d'avoir une chambre qui soit peu représentative de la réalité de la société et de sa diversité, premièrement, et qui soit plutôt, par le fait qu'il y a beaucoup de gens qui seront inexpérimentés, une chambre d'enregistrement. Et c'est un vrai danger, parce que quand le débat politique n'a pas lieu à l'Assemblée nationale, quand il y a des conflits qui existent, qui sont naturels dans la société, ça se passe ailleurs. Et le mot d'ordre qui apparaîtra très vite dans ces cas-là, ce sera de dire l'Assemblée nationale n'est pas représentative, il faut la dissoudre pour avoir une autre Assemblée nationale. Donc c'est pas... Vous savez, j'ai rappelé ce souvenir, puisque avant l'émission, vous me parliez de savoir quand j'écrirais mes mémoires, mais j'ai rappelé ce souvenir que j'avais mal vécu, moi, parce que j'étais jeune candidat aux législatives de 88, où François Mitterrand avait dit, sur la roche de Solutré, il n'est jamais bon qu'un parti ait une majorité à lui tout seul. Et nous qui étions candidats à l'époque, on voulait beaucoup de députés, on avait dit, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un croc en jambe, etc. et tout. Mais après, on avait discuté avec lui, il dit, il y a une ivresse de la majorité. Il y a un moment donné où on se croit tout permis. Et d'ailleurs, vous allez le voir, et on va le voir dans les semaines à venir, il y a quand même un certain nombre de forces sociales qui ont joué la carte Macron. Ce n'est pas une insulte que de dire ça. Et notamment des forces économiques, et notamment le patronat ou le petit patronat. Et eux, ils vont avoir un réflexe très simple. Ils vont dire à Emmanuel Macron, vous avez la majorité absolue, donc cette fois-ci, faites ce que, y compris vos prédécesseurs, n'étaient pas en capacité de faire. Et on voit bien que sur le débat sur le Code du travail, ce qui est au cœur de ce débat, c'est-à-dire le contrat de travail, va être mis en péril. On va y revenir. Alain Baron. Oui, un petit retour en histoire historique. On n'a réécrit pas l'histoire, mais vous regrettez que M. Hollande ne soit pas allé à l'élection? Ah oui, moi je le regrette, oui. J'ai défendu jusqu'au bout sa candidature, parce que, pas simplement par fidélité, même si je pense que la fidélité c'est une valeur importante dans la vie, et par loyauté à l'égard de ce qu'il était, et de l'amitié que je lui porte, mais parce que je pensais que c'était normal qu'un président de la République défende son bilan. Bon, il a jugé lui-même. Je lui ai posé la question récemment, parce qu'à un moment donné, je lui dis, mais quand tu as pris la décision de ne pas vraiment y aller? Il m'a dit, aux alentours du mois de novembre, au début, quand j'ai vu qu'Emmanuel Macron était candidat, quand j'ai vu que le paysage à l'intérieur du Parti socialiste était de plus en plus compliqué, bon, j'ai considéré que j'allais hypothéquer mes chances, premièrement, et deuxièmement, que j'allais hypothéquer les chances de la gauche en général. Bon, moi, je pense que les choses auraient pu se passer autrement. Vous avez essayé de le convaincre? Oui, j'ai essayé, j'ai pas réussi. La preuve, c'est qu'il n'a pas été candidat. Bon, j'aurais aimé qu'on soit un peu plus nombreux à essayer de le convaincre plutôt qu'à essayer de le dissuader. Parce qu'il y avait quand même beaucoup de monde qui le dissuadait, y compris dans son entourage proche. Romain Masneau, RCF. À quelles conditions le Parti socialiste peut-il survivre? Est-ce qu'il ne faudrait pas un grand mouvement qui unisse, qui porte les idées aussi bien de Benoît Hamon que celles de Jean-Luc Mélenchon, qui sous bien des aspects ne sont pas si éloignés que ça finalement? Julien Dreyfus. Alors, le Parti socialiste, c'est une forme organisée, mais le mouvement socialiste, ça existe depuis, je dirais maintenant, presque 2 siècles, et je ne crois pas que ça va disparaître. Parce que je pense que les questions qui sont posées dans le combat socialiste, c'est-à-dire les questions sur l'égalité, les questions sur la justice sociale, et désormais la question sur un autre mode de production respectueux de la planète, ne sont pas des questions qui disparaissent du jour au lendemain. Et je crois qu'elles sont présentes. On a cru, quand j'étais jeune, qu'on arriverait à une société parfaite et meilleure. C'était il y a si longtemps. C'était il y a si longtemps, merci, c'est sympa de rappeler ça. On a cru ça, en tout cas moi, c'est une des leçons de ma vie. Je sais que ça n'existera pas et que c'est un combat permanent. Donc le combat socialiste, il va demeurer. Dans quelle forme? Organisé sous la forme d'un parti politique? Est-ce que ce parti, qui est aujourd'hui le Parti socialiste, doit être en capacité de se dépasser, de se refonder? Oui, c'est évident. Il y a des moments où il faut être capable de rénover les choses, de refonder les choses. Mais le Parti socialiste, en tant que courant politique qui se donne pour objectif de transformer la société, de le faire dans le cadre démocratique, dans le cadre du respect de la démocratie, du suffrage universel, donc de ce que j'appelle le socialisme de gouvernement, celui-là, il ne disparaîtra pas. Sur quel thème peut se reconstruire une identité de gauche?
Benoît Hamon a beaucoup parlé du rapport au travail, il y a eu le revenu universel, le burn-out. Est-ce que c'était les thèmes qui étaient mauvais ou la manière dont ils étaient portés? Sur quels thèmes peuvent être structurants pour Moi, je pense que les thèmes, c'est les thèmes qui sont traditionnels, c'est-à-dire les thèmes d'égalité, de justice sociale. Donc la question du revenu universel, qui est une revendication, un droit nouveau. Oui, au début, elle paraissait un peu difficile. Oui. Il a d'ailleurs lui-même affiné les choses pendant la campagne, et c'est clair que ça peut devenir une idée forte, parce qu'on voit bien que ça répond à quelque chose. C'est-à-dire que c'est une société qui produit beaucoup de choses, qui est immensément riche, et dire à un moment donné, on est en capacité de donner à chacun un minimum de partage de ses richesses pour qu'il puisse mieux s'en sortir dans la vie, c'est pas une idée... Mais est-ce que ça ne veut pas dire aussi prendre acte du fait que certains n'auront jamais de boulot et qu'il faut subvenir à leurs besoins? C'est ça, pour être honnête, c'est ça qui au début a créé ma réticence. Oui. Parce que je me disais, on rentre dans une sorte de généralisation de l'assistanat. Voilà. Mais à partir du moment où on le redéploie autrement, c'est-à-dire qu'on met des garanties justement de recherche de travail, de recherche d'emploi, mais que c'est un seuil minimum pour que chacun puisse s'en sortir. Et on sait tous que, y compris dans la recherche de travail, le fait d'avoir un revenu minimum qui vous garantit de pouvoir manger correctement ou de vous transporter correctement, c'est quand même un atout supplémentaire, plutôt que de rentrer dans une situation de plus en plus périlleuse. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Oui, vous avez évoqué tout à l'heure l'ivresse de la majorité qui pourrait gagner le camp de M. Macron. Au PS, ce sera plutôt le désespoir de la minorité qui est annoncé. À partir de combien de députés vous allez considérer que vous avez sauvé les meubles? Je viendrai. Le chiffre n'est pas... Il n'y a pas de chiffre... Voilà, ce qu'il faut, c'est qu'on ait un groupe parlementaire. Voilà, le minimum, c'est d'essayer d'avoir quand même un groupe parlementaire. C'est pour donc 15 exister. députés. Ça. Après, plus on en a, mieux ça vaut. Mais mieux ça vaut pas pour le Parti socialiste. Mieux ça vaut pour que le débat politique ait lieu à l'Assemblée nationale. Je rappelais précédemment, moi j'étais en 93, j'avais été réélu, je faisais partie de ce groupe de survivants qui faisait 57, j'étais même un des plus jeunes. Malgré tout, au début, on nous disait, vous allez servir à rien. Vous avez une chambre, on est rentré dans cette chambre qui était totalement bleu horizon, c'est le cas de le dire, et on se demandait qu'est-ce qu'on allait bien y faire, là, au fond, à gauche. Et finalement, ce groupe parlementaire, il a joué un rôle beaucoup plus important qu'on ne pouvait l'espérer au départ, notamment dans les fameux débats sur le financement des écoles privées ou sur la réforme des retraites. Donc, chaque député socialiste, c'est un élément du débat politique et de la défense certaine conception de la société qui sera fait. Et puis, c'est aussi une certaine méthodologie, parce que le danger, c'est si on a des... Quel est le danger actuel? Je vois bien, y compris d'un certain point de vue, c'est en ce sens-là que je dis qu'Emmanuel Macron est tout sauf un imbécile, et qu'il est habile. Il a bien étudié la Ve République. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il essaye de revenir aux sources de la Ve République. Et aux sources de la Ve République, rappelez-vous, il y avait cette phrase d'André Malraux qui disait « Avec le système que nous avions mis en place, entre les communistes et nous, il n'y aura rien. » Voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire en gros, il y a une forme protestataire qui n'est pas candidate au pouvoir, qui fait tout pour ne pas y arriver. D'ailleurs, on a vu les communistes à l'époque, au moment où on était à la proximité du pouvoir, faire tout pour que Mitterrand n'y arrive pas. Bon, voilà. Donc on a une forme protestataire, c'est-à-dire en gros, le pouvoir, c'est moi, la rue, c'est, en gros, je la délègue à Jean-Luc Mélenchon, aux Insoumis. Et donc, c'est vrai que la cible, dans ces cas-là, qui est prise en étau, c'est la force que nous représentons, le socialisme de gouvernement. Bon, c'est pour ça qu'il va falloir repartir, reconstruire, certainement travailler, s'ouvrir à des nouvelles générations, chercher les choses qui sont sensibles dans la société, peut-être de manière plus fine que nous l'avons fait jusqu'à maintenant. Bon, voilà, c'est un travail qui est fait. Donc, le seuil... Je vous le dis, pour répondre, c'est d'essayer d'avoir un groupe et le plus large possible, parce que ça comptera. Et au minimum 15 députés. Une dernière question de Corinne. Oui, encore que je pense. Alors, voilà, je n'aime pas faire des pronostics politiques, mais il me semble que ces derniers jours, les choses, je ne dis pas vont mieux, parce que je pense que malheureusement, on est dans un train de... Voilà. Mais je sens dans les réunions qu'on n'est pas dans le climat de 93. J'ai vécu 93. En 93, il y avait ce qu'on appelle un rejet. Et le rejet, il était moral. Il était moral parce qu'il y avait eu des affaires, parce qu'on s'était discrédité. Là, il y a de la déception, il y a de la difficulté à comprendre, ça c'est vrai. Mais en même temps, commence à naître, je l'ai vu à plusieurs reprises dans des réunions d'appartement, l'idée quand même que, malgré tout, un député socialiste, ça peut servir à quelque chose. Bien, on va peut-être en rester là pour cette première partie. On a encore beaucoup de questions à vous poser, Julien Drey. On va marquer une première pause et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui est Julien Drey, porte-parole du Parti socialiste. Il est interrogé dans cette édition de Face aux chrétiens par Corinne Laurent pour La Croix, par Alain Baron pour Radio Notre-Dame et par Romain Mazenot pour RCF. C'est Alain Baron qui pose la première question.
Oui, les sondages promettent au mouvement En Marche une grande majorité à l'Assemblée. Il y a beaucoup de gens qui sont peu connus encore des électeurs et des Français, ce qu'on appelle les novices. Vous voyez ça comment, vous? Est-ce que ça pose un problème d'avoir une large majorité de gens inexpérimentés? Dans la vie parlementaire, évidemment que ça va poser un problème. Parce que l'Assemblée nationale, c'est pas aussi facile que ça. Et ceux qui pensent qu'il suffit d'être élu, de venir s'asseoir et puis qu'on rentre dans un monde merveilleux se trompent. D'abord, c'est un monde difficile. C'est un monde où il faut beaucoup travailler. C'est un monde où il faut avoir beaucoup de présence. Puis c'est un monde aussi où il faut s'imposer. Et quand vous êtes 400, je pense qu'il y en a dont on n'aura jamais le son de leur voix. Voilà. Et qui risquent même de lâcher prise. Voilà. Donc des majorités pléthoriques, c'est jamais bon. Voilà. Parce que ça conduit à des situations de plein pouvoir, et c'est pour ça qu'il y a nécessité, je le redis encore, pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent, c'est pas inutile d'avoir un groupe socialiste et d'un groupe socialiste fort pour le débat politique dans ce pays, c'est important. Voilà. Donc et puis, dans les curriculum vitae d'un certain nombre de ceux qui sont candidates et candidates, on va avoir quelques surprises. Hein. On en a déjà eu dans les élections. Il y a une mansuétude médiatique, qui est normale, moi je ne la critique pas plus que ça à l'égard du pouvoir en place, puis il y a un emballement, il y a une forme d'autocélébration, mais je pense qu'on va avoir des conflits d'intérêts, des choses bizarres apparaître. Puis j'ai repéré plus qu'autrefois. Un peu plus qu'autrefois, parce que, comme vous le disiez, je sais que la mode est à critiquer les vieilles machines, les vieux les partis, etc. Et tout. Bon, mais on va découvrir que les vieux partis, ils avaient aussi du bon, parce que c'était une machine à sélectionner les candidats. Vous n'étiez pas candidat du jour au lendemain, vous avez quelques parachutés, mais quand vous étiez parachuté, c'était parce que la direction du parti, elle savait aussi qui vous étiez, et qu'elle avait fait un choix et un investissement. Et puis, il y a aussi un mouvement réel. Moi, je veux savoir si les milliers de cliqueurs, ou les dizaines de milliers de cliqueurs qui ont adhéré En Marche par un clic, ça fait moderne, c'est bien, s'ils vont rester. Parce que vous savez, c'est une chose d'être dans un mouvement électoral, donc la question de la continuité, d'être dans un parti politique quand on est au pouvoir, parce qu'après, on commence à se prendre les critiques normales, naturelles, et c'est moins rigolo. Voilà. Donc et là, il faut affronter des opinions qui, parfois, ne sont plus aussi chaleureuses qu'elles ne l'étaient au départ. Romain Mazneau, RCF. Il semble que l'affaire Ferrand ait pour l'instant un effet limité sur la campagne nationale, disons, de la République En Marche. Est-ce que c'est dû aussi à cet état de grâce qui explique la mansuétude dont vous parliez Je viendrai. Bon, moi, je n'aime pas faire des chasses aux sorcières et à désigner la vindicte populaire telle ou telle personnalité. Nous, on l'a dit, on pensait à juste titre que c'est la règle telle qu'elle a été bâtie. Quand un ministre de la République est mis en cause sur des affaires qui sont des affaires personnelles par ailleurs, le mieux, c'était de se mettre en retrait. La décision qui a été prise, c'est de le soutenir jusqu'au bout. C'est tant mieux que le débat politique n'ait pas tourné qu'autour de l'affaire Ferrand, parce qu'on a déjà eu une présidentielle extrêmement perturbée par l'affaire Fillon. Après, on verra bien. J'ai comme le sentiment qu'il y aura peut-être un remaniement ministériel après les législatives. Est-ce que ces affaires dont on parle entre les mutuelles, le parti, enfin des notables locaux, c'est quelque chose qui était aussi le quotidien de ce que vous appelez les vieux partis et du Parti socialiste autrefois ? Bon, il y en a eu, personne ne peut dire qu'il a été à l'abri. Mais c'est vrai qu'avec le temps, on a intégré un certain nombre de dimensions nouvelles, d'exigences nouvelles, d'exigences y compris éthiques, et que des choses qui étaient permises par le passé ne le sont plus aujourd'hui, parce qu'il y a une exigence de transparence et de vérité. Bon, c'est tant mieux pour le débat démocratique, même si il ne faut pas que ça tourne à la dictature de la transparence. Voilà. Je vous prends un exemple très simple. Moi, je suis d'accord pour dire que c'est pas bien d'employer les membres de sa famille, mais il ne faut pas non plus que les membres de la famille d'un parlementaire ou d'un élu deviennent rejetés de tout et que ça soit pour eux une tâche, parce que c'est pas une tâche. Bon, la question qui était posée dans ça, c'est la question de la réalité du travail. C'est pas le fait qu'ils soient membres de la famille ou non. Donc peut-être qu'on peut plutôt aller dans un contrôle du travail effectif plutôt que de dire les conjoints, les enfants. Bientôt, on va prendre des ascendants de première et les cousins. Génération. Corinne Laurent-Lacroix. Oui, puisqu'on parle du vieux parti d'Épinay, qu'est-ce que la primaire a montré, a un peu tué le parti d'une certaine façon, puisque un représentant de sa minorité a été désigné candidat à la présidentielle. Les think tanks, les cercles de réflexion ont remplacé la fabrique à idées. On a l'impression que ça a été délégué à l'extérieur de la formation. Qu'est-ce que vous proposez, vous, concrètement, peut-être à partir du 18 juin? Qu'est-ce que vous devez faire pour vous remettre en forme, vous restructurer? Est-ce qu'il faut une direction collégiale? Est-ce qu'il faut un congrès? Concrètement, comment on s'y prend? Si vous me permettez, il y a beaucoup de choses dans votre question. Ouais, plein. Il y a tout un calendrier, je dirais. Le nouveau Parti socialiste. Alors, je vais d'abord revenir sur les primaires.
Moi, parce que je sais ce que c'est les effets de mode. Il y a eu une mode où on était tous pour les primaires, et maintenant, tout doucement, ils sont en train de s'installer l'idée que les primaires, c'est la pire des choses, etc. Je vais essayer de tempérer. Les primaires ont permis, par exemple en 2012, une mobilisation importante qui a été même une des conditions de la victoire de François Hollande. Elles avaient été aussi importantes dans la désignation de Ségolène Royal, et ça n'avait pas été inutile en 2007. Le problème de nos primaires-là, c'est qu'elles ont été détournées de leur réalité. Pourquoi ? Je m'explique. Au départ, on avait une charte éthique qui disait que quand on votait pour la primaire, on se reconnaissait dans le mouvement pour lequel on votait. On donnait même un euro ou 2 euros. Voilà. Et on a, nous, tous pensé que cette charte et cette éthique, puisqu'on était dans un moment éthique de la société, allait être respectée. On l'a découvert à droite, mais on l'a découvert aussi à gauche, que des tas de gens sont venus alors qu'ils n'avaient rien à voir avec sa vie politique, pour éliminer les uns ou les autres. Ça pose un problème, parce que ça change la nature de la primaire. Et on voit bien que dans la primaire de la droite, ça a joué, et dans la primaire de la gauche, on l'avait un peu sous-estimé, nous, dans le résultat, mais ça jouait énormément. Ouais. J'ai vu, après, beaucoup de gens me dire, mais moi, j'ai voté à la primaire pour éliminer, notamment Manuel Valls, parce que je ne voulais pas de lui. Voilà. Bon, alors que de toute manière, je savais que je n'allais pas voter pour vous, parce que j'allais voter pour la France insoumise, etc. Voilà. Donc, il va falloir certainement être plus vigilant là-dessus. Peut-être que si on garde l'idée des primaires, il faudra faire des cartes, parce que c'est plus pareil quand on prend une carte, quand on donne son nom, comme on l'avait fait en 2007. En 2007, donc ça serait pour les adhérents. On avait ouvert, on avait dit ce que c'était les nouveaux adhérents, mais la primaire en soi, si elle permet de mobiliser un public nouveau, c'est utile, mais il faut maintenant recodifier les choses, parce qu'il ne faut pas qu'elle change, que ça soit une sorte de référendum où tout est permis. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, la nouvelle forme du parti. Une nouvelle forme du parti. Oui. Moi, vous savez, dans ces moments-là, ce que je pense, c'est qu'il faut éviter la panique. Et la panique, c'est de dire on renverse la table, on renvoie tout le monde. Les directions collégiales, ça veut dire, en gros, que vous êtes en sold out. Bon, quand vous êtes en direction collégiale, ça veut dire que vous avez déjà vous préparez le dépôt de bilan. Moi, je ne pense pas qu'il y ait de dépôt de bilan du Parti socialiste à faire. Donc, il y a un premier secrétaire, il est là, il a été élu par les militants. Il y a un congrès qui doit avoir lieu, certainement assez rapidement, vraisemblablement avant Noël. Peut-être que ce congrès sera une étape pour créer les conditions de la refondation, c'est-à-dire que les militantes et les militants votent sur une sorte de calendrier de la refondation avec des échéances et des étapes, mais je suis contre les solutions faites à la va-vite. Et je veux même vous dire, c'est un retour critique sur mon propre passé politique, des coups d'État. J'en ai fait quelques-uns à l'intérieur du Parti socialiste, notamment en 93 et en 94. Et la leçon que j'avais tirée, c'était que ce qu'on avait fait était une imbécilité. Parce qu'on avait fait des alliances hétéroclites pour faire tomber telle ou telle personnalité. Et en général, il n'était rien de bon derrière. Voilà. Donc il faut s'éviter ce genre d'erreur. Voilà. Le passé, ça sert. L'expérience, ça sert. Bon, il y a une direction, elle est en place. Elle aura un bilan à tirer. Elle devra rendre des comptes. Elle aura peut-être passer la main, j'en sais rien. Tout ça, c'est des choses qui vont se discuter. Mais il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas de précipitation, et il n'y a pas des formes médiatico-sentimentales, etc. Et j'ajoute, vous voyez, je vais aller jusqu'au bout, pour être clair, la défaite politique de la gauche, ce n'est pas un problème de génération. Donc, je sais, vous me direz peut-être que, comme dirait Karl Marx, c'est l'existence qui détermine la conscience, que je parle parce que j'ai un certain âge, mais je ne crois pas que ça soit simplement en disant on va mettre des jeunes pour que ça aille mieux. D'ailleurs, je fais remarquer qu'une partie des jeunes qui candidatent, parce que je sais lire aussi les tribunes à droite, à gauche et les propos, étaient ceux qui ont exercé le pouvoir. Donc si on sanctionne, il faut sanctionner ceux qui ont exercé le pouvoir. Donc moi, je ne rentre pas dans ce découpage entre les jeunes et les vieux, entre les expérimentés et les inexpérimentés. Je pense qu'il y a un travail collectif, il y a un premier secrétaire en place, et il y a une organisation qui va faire. Alors après, sur la forme, moi je pense qu'il faut, dans le moment actuel, surtout pas commencer à éclater tout. À faire des groupes, des sous-groupes, qui d'ailleurs sont souvent nourris plus par des projets personnels que par des vraies refontes idéologiques. Bon, or, c'est ça notre problème aujourd'hui. Le problème du Parti socialiste, c'est qu'il n'a pas travaillé sur le fond sur ces 10 dernières années. Pas assez. Bon, donc il a fait des programmes à la va-vite, avec des synthèses rapides, en prenant... Voilà. Or, il y a d'abord une colonne vertébrale idéologique. Si on veut... Il faut retrouver ça. Si on veut que la gauche, elle réexiste, il faut qu'elle représente, comme ça a été le cas dans les générations passées, un avenir, une prospective, un progrès, qu'il y ait un sens, qu'elle donne une explication des choses, et qu'on ne soit pas simplement dans l'urgence. Voilà. Donc, il faut reprendre la bataille culturelle, ce que j'ai appelé la bataille culturelle, la refondation. Sur le fond. Voilà, sur le fond. Et ça, c'est un travail collectif. Alors, comment on va faire ? Moi, je militerai, c'est la proposition que je ferai, pour que nous fassions des assemblées générales ouvertes.
Ouverte, ça veut dire que les militants organisent, puis ils discutent, ils débattent. Et à partir de cette assemblée générale ouverte, que nous établissions un calendrier de la refondation. Romain Mazenot, RCF. Est-ce que la loi Bayrou de moralisation de la vie publique telle qu'on la connaît, avec la suppression de la réserve parlementaire, la fin de la Cour de justice de la République pour les ministres, la limitation du cumul des mandats dans le temps, est-ce que tout ça, ça va dans le bon sens ? Moi, des lois de moralisation de la vie politique, j'en ai vu passer un certain nombre. Donc à la fin, je me dis, je ne sais même plus ce qui va rester à moraliser. Hein, vous savez, c'est toujours le même. À l'époque, on appelait ça le sapeur camembert. Voilà. On crée des trous, ou c'était les Shadocks aussi qui faisaient ça. Bon. Il y a un moment donné où, y compris, il va falloir discuter. Bon, moi, je veux bien, on est dans les emballements. Alors, on me dit, c'est la fin de la réserve parlementaire. Mais le système qui avait été bâti par Claude Barthelone n'était pas du tout un mauvais système. C'était une transparence totale. Mais le fait que le parlementaire ait une marge de manœuvre budgétaire qui lui permettait d'aider le tissu associatif local n'était pas stupide. Et d'ailleurs, ça a bien fonctionné ces dernières années. Il n'y a plus de scandale sur les réserves. Bon, de temps en temps, on pouvait discuter. Mais donc c'est le contrôle qui est en jeu plutôt. On pouvait discuter, y compris les parlements. Tandis que là, on ne pourra plus rien discuter. Ce sera le gouvernement qui décidera. Ce sera encore plus opaque. Voilà. Et pour le tissu associatif, c'est quand même quelque chose qui va lui coûter. Parce que le fait de pouvoir aller voir son député, de déposer son dossier, d'avoir une expertise par le député et à partir de là, une intervention qui pouvait être relayée à l'Assemblée nationale, ce n'était pas inutile. Bon, autant quand la réserve parlementaire était opaque, j'ai connu que c'était d'ailleurs entre copains que ça se faisait, c'était pas bien. Mais le système qu'a construit Claude Barthelone à l'Assemblée nationale, qui est un système transparent, où chaque député, chaque année, pouvait dire comment il avait fait, ou quand même, des fois, il y avait même des référendums pour savoir s'il fallait faire ou telle chose, n'était pas une mauvaise chose. Voilà. Et vous voyez, ce que je pense... Donc il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Quand on parlait d'expérimentés, inexpérimentés, c'est quand on a vécu la vie parlementaire qu'on connaît ces choses-là. Quand on ne l'a pas vécu, effectivement, on a tout de suite un jugement moral, on dit il ne faut pas, c'est comme sur les conjoints, etc. Donc je fais attention à ces emballements qui veulent donner à l'opinion en pâture des décisions qui, après, dans la pratique, se retrouvent pire qu'autre chose. Vous avez dit aussi que les députés devraient être mieux payés, c'est ça, 9 000 € net par mois? Oui, alors, je dis tout de suite, parce que j'ai eu le droit à une polémique incessante sur Internet, en fait, je réorganisais le dispositif. Pourquoi ? Parce que dans le fonctionnement actuel, il y avait 3 enveloppes. Il y a une enveloppe collaborateur, il y a une enveloppe frais de représentation et une enveloppe, grosso modo, indemnité, donc salaire du député. Donc je réorganisais justement ce qui, là, d'après moi, aurait dû être fait depuis longtemps. C'est-à-dire ces frais de représentation, en passant une partie sur le salaire des députés, comme ça lui donnait un confort. Et il n'était pas obligé de jouer avec ces frais de représentation en passant ses costumes, ses restos, etc. Enfin, il était maître de... Voilà. Et il y avait des frais de représentation qui étaient limités, et je divisais par 2. Voilà. Mais je pense qu'un député... Alors, on peut faire de la démagogie, clair. Il faut qu'il soit payé comme un ouvrier, il faut qu'il connaisse la dure réalité de la vie, etc. Mais quand on fait ça, en général, il y a 2 solutions. Pour des jeunes députés, je dirais d'un certain point de vue, c'est plus facile, mais pour des pères de famille qui ont des enfants à charge, des choses comme ça, il y a de plus en plus de difficultés à vivre. Et quand ce n'est pas la collectivité qui prend en charge la rémunération du parlementaire, c'est d'autres qui s'en servent. Et on dit aussi beaucoup que mieux ils sont payés, moins ils peuvent être soumis à des risques de corruption également. C'est ce que je veux dire par là. Voilà. Donc, c'est pas honteux et c'est pas une insulte que de dire qu'un parlementaire doit être correctement rémunéré. Alors après, il y a tout le débat sur correctement. Et je sais que beaucoup de vos éditrices et vos éditeurs vont vous dire moi, j'aimerais bien être payé comme un député au regard du travail que je fournis, etc. Ils n'ont pas tort. Moi, je ne suis pas pour opposer les uns les autres, je suis pour augmenter les salaires. Donc, je suis pour que les gens gagnent mieux leur vie. Mais je pense que la représentation nationale, le député en tant que tel, on a intérêt à le protéger de toutes ces interventions. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Oui, avec la méthode employée par le nouveau gouvernement, est-ce qu'il n'y a pas un risque pour le paritarisme qui était un des fondements de notre société depuis des décennies ? Là, on arrive sur les réformes sociales. Sur les réformes sociales. Du paritarisme. Oui, mais je vous ai dit au début que je pense qu'il y a peut-être une illusion de la part du président Macron, qui est de revenir au fondement de la Ve République, et donc cette idée d'un pouvoir très centralisé. Ce n'est pas moi qui ai employé le terme, c'est son entourage, le pouvoir jupitérien. Ça veut dire quelque chose, pouvoir jupitérien. Et on voit bien qu'il y a une volonté de tout centraliser sur le pouvoir présidentiel. Bon, vous savez, un jour peut-être on aura le débat de manière publique, mais l'interview qu'avait fait Emmanuel Macron au journal numéro 1, où il disait qu'il manquait un roi à la France. Rappelez-vous, tout le monde avait rigolé. Mais comme je vous ai dit dès le départ, vous voyez, j'ai une continuité, qu'il était tout sauf un imbécile et qu'il était habile, je pense qu'il y a une conception du pouvoir politique chez Emmanuel Macron qui renvoie à cette idée d'un pouvoir fort, avec une forme d'autorité. D'ailleurs, j'en avais discuté avec lui à l'époque, dans les reproches qu'il faisait, je me rappelle, à François Hollande, c'est qu'il disait, mais il décide pas assez, il n'est pas assez d'autorité, il n'est pas assez fort. Voilà.
on va voir à l'épreuve du temps si ce jugement résiste. Pourquoi ? Parce que moi, je considère, par l'expérience, là encore une fois, c'est aussi mon sentiment, qu'on va plutôt que ces pouvoirs forts, ils sont forts un temps. Et puis à un moment donné, ça devient des dérives autoritaires et que la contestation est très forte de ces dérives autoritaires. Je vais vous prendre un exemple, pour être très précis. Je ne suis pas du tout convaincu, mais pas du tout convaincu par la nouvelle formule sur le terrorisme. Je ne sais pas ce que c'est que ce groupe de 20 fonctionnaires qui sont mis à la disposition du président de la République pour faire quoi ? C'est peut-être pour qu'ils se parlent déjà. Mais ils se parlent. Que les services se parlent, non ? C'est pas vrai. Les choses, excusez-moi, autant il y a eu des guerres de police par le passé, autant en matière de lutte contre le terrorisme et au regard de l'urgence et de l'importance, personne ne se permettait de garder des secrets pour soi et de pas partager. Le secret était partagé, la coordination existait et on avait plutôt fait des bons progrès là-dessus sous le quinquennat de François Hollande. Il y avait un monsieur d'ailleurs qui était chargé de la coordination. Il y avait un conseiller qui était d'ailleurs candidat qui avait là récemment, qui était chargé de la coordination. Il y avait une seule personne qui coordonnait et chaque patron de services de renseignement rendait compte au président de la République régulièrement sous l'autorité de ce conseiller. Il y avait le conseil de défense où les choses se passaient. La question que je me pose, parce que vous savez, ça c'est la forme. Alors on dit, c'est formidable, 24 heures sur 24. Qu'est-ce que ça veut dire 24 heures sur 24 ? Ils vont aller réveiller le président de la République en pleine nuit pour lui dire, tiens, j'ai une information très importante, etc. Bon, quand il y a un attentat. Bon, mais je ne sais pas ce que c'est. Et c'est très dangereux. Excusez-moi de vous le dire, c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que vous voulez ou non, ils vont vouloir tout savoir. Il va y avoir une sorte d'instance opaque qui va vouloir tout savoir, avec un président de la République qui aura certainement beaucoup d'informations, mais le contrôle judiciaire, ça existe, et c'est pas pour rien qu'on l'a inventé. Et c'est pas pour rien qu'on l'a inventé. Y compris, c'est une manière de protéger les services contre un certain nombre de dérives. Donc je ne pense que ça va rien rajouter, qu'il y ait une détermination à combattre le terrorisme. Oui, qu'elle soit affirmée, qu'on donne plus de... Qu'on mette, vous savez, ces 20 fonctionnaires, j'aurais préféré qu'on les mette à la disposition des services et qu'on renforce les effectifs des services sur le terrain, parce que c'est ça qui nous manque, et notamment en termes d'infiltration de profileurs, on appelle les profileurs ceux qui sont capables de détecter les comportements, etc., que de mettre des machines dont... Alors évidemment, au début, on se dit, c'est parce que, justement, une expérimentation, on est formidable, un service, 24 heures sur 24, ils vont quoi ? Ça va être des grandes oreilles qui vont rapporter. C'est comme ça que... Y compris, il y a eu des dérives dans le... On comprend votre méfiance. Corinne Laurent. Oui, justement, pour rester sur ce sujet, le gouvernement doit présenter un projet de loi sur le terrorisme et préciser aussi l'état d'urgence, les conditions de l'état d'urgence le 21 juin. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée de faire passer l'état d'urgence dans le droit commun ? Et je pense que c'est très dangereux. Voilà. C'est pas un hasard si on avait inventé l'état d'urgence et on l'avait codifié. Je veux dire, quand on commence, là aussi, c'est les fuites en avant. Et bientôt, on va nous proposer, pourquoi pas, le Patriot Act. On est dans une dérive où on pense que l'affichage est plus important que l'efficacité. Et moi, je suis contre ça. Voilà. Je suis pour qu'on ait de la pédagogie avec nos concitoyens, pour qu'on leur explique que la lutte contre le terrorisme est une lutte difficile, que malheureusement, il n'y a pas de réussite à 100%, qu'on remporte des victoires, parce qu'il faut arrêter de croire qu'on ne remporte pas des victoires. On remporte des victoires sur le terrain. Daesh est en train de reculer de manière importante. La bataille de Raqqa a commencé. Il existe aujourd'hui des projets importants pour redévelopper la situation en Syrie. Je pense notamment au projet de la Fondation de la Syrie pour tous, avec ce plan que je n'arrête pas d'évoquer dans les réunions, ce plan Marshall pour la Syrie, parce que je pense que la lutte contre Daesh passe aussi par une relance économique forte de la Syrie, par des investissements forts, parce que c'est aussi une question importante. Donc il y a des réalités. Aujourd'hui, il y a des réalités, il y a un combat. Bon, alors maintenant, évidemment, vous êtes confronté à une nouvelle forme de terrorisme. Celle-là, c'est une nouvelle forme. C'est ce qu'on appelle le terrorisme low cost ou le terrorisme du pauvre, c'est-à-dire des bombes humaines. Tous les services vous disaient que la chose qu'ils redoutaient le plus, c'était celle-là. Parce que en termes justement de capacité d'anticiper les choses, ça devient de plus en plus difficile. Vous avez vu le récent... Ou de simple coup de marteau. Voilà, attentat, quelqu'un qui était d'ailleurs, y compris, j'ai vu ce matin, il était même pigiste dans des journaux de gauche, au départ. Comme quoi. Donc il y a une radicalisation qui s'est faite très vite, parce qu'en plus cette radicalisation, elle n'est pas qu'idéologique. Elle est aussi d'avoir souvent une radicalisation psychologique, c'est-à-dire c'est des gens qui vont mal, qui cherchent une manière de s'identifier à quelque chose, et voilà, ils trouvent là une sorte d'exaltation à leurs problèmes personnels. Donc ça, c'est difficile. C'est pour ça qu'il faut renforcer ce que je vous disais tout à l'heure, parce que ça, c'est un élément qui nous manque en France, ce qu'on appelle les profileurs, c'est-à-dire quand vous avez des systèmes de vidéosurveillance qui sont généralisés comme nous avons aujourd'hui, ce qui manque souvent, c'est que celui qui est derrière la caméra, il soit capable de juger par les comportements des individus, des gens qui sont en situation
de faire quelque chose qui n'est pas normal. Et alors je pense que ça peut paraître un peu comme des histoires de séries télévisées, etc. Mais c'est un des éléments qui a fait la force de la lutte antiterroriste, par exemple en Israël ou aussi en Angleterre. Voilà. Et ça, il y a des progrès. Nous manquons encore. Il manque une école de profileurs à la française. Très bien, on a encore beaucoup de questions à vous poser, notamment sur les réformes sociales qui sont proposées par le gouvernement Macron. On va marquer une deuxième pause, on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui est Julien Drey, porte-parole du Parti socialiste. Il est interrogé par Corinne Laurent pour La Croix, par Alain Baron pour Radio Notre-Dame et par Romain Mazneau pour RCF. C'est Romain Mazneau qui pose la première question. Avec la réforme du Code du travail, le gouvernement veut donner plus de place aux accords d'entreprise plutôt que les accords de branche. Il veut avoir une vision plus contractuelle des relations sociales. Est-ce que finalement c'est la continuité de la loi El Khomri ? Non, Julien Drey. C'est pas la continuité. C'est la continuité de la pensée d'Emmanuel Macron. Je la respecte parce que au départ de la loi El Khomri, il y a une intervention d'Emmanuel Macron, ministre de l'économie, qui explique que le travail que nous avons fait dans l'allègement de ce qu'on appelle les charges, dans la facilité pour les entrepreneurs que nous avions fait, notamment à travers le crédit d'impôt recherche ou des choses comme ça, il y avait un obstacle, c'était une trop grande rigidité du marché du travail. Et donc, il expliquait que la cohérence de tout ça devait déboucher sur une forme du marché du travail. Le président de la République, à l'époque, lui avait dit d'accord s'il y a des obstacles, etc., mais on ne fait pas n'importe quoi. C'est donc tout le débat qu'il y avait eu entre la première version de la loi El Khomri et la deuxième version. Et maintenant, il veut aller jusqu'au bout. La première version, aujourd'hui, je dirais que c'est la version qu'on retrouve chez le Premier ministre, et donc on est dans la continuité de pensée. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, parce que autant je suis pour redonner de la place à la négociation d'entreprise, autant j'étais pour qu'on mette un peu de flexibilité, notamment dans les relations sociales, et qu'on favorise les organisations représentatives qui veulent négocier, autant il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Donc, par exemple, donner la possibilité aux chefs d'entreprise, lorsque l'accord n'est pas débouché, d'organiser de lui-même un référendum à l'intérieur de l'entreprise. Je n'ai pas besoin de vous faire de démonstration pour voir que dans beaucoup d'entreprises, je sais ce que ça veut dire. Ça veut dire un chantage à l'emploi par rapport à des salariés qui sont en situation difficile. Donner la possibilité de faire un référendum sur le contrat de travail, je sais aussi ce que ça veut dire. Ça veut dire que dans beaucoup d'entreprises, le contrat de travail il sera à la carte. Et je n'ai pas besoin de beaucoup développer pour comprendre que le choix qui sera fait par un certain nombre d'entrepreneurs, ce ne sera pas un contrat de travail sécurisant pour le salarié. Puisque malheureusement, dans ce pays, l'idée qui s'est développée, c'est qu'il vaut mieux avoir des salariés Kleenex que d'avoir des salariés stabilisés en termes d'emploi. Or, toutes les démonstrations sont faites dans les entreprises que quand les salariés sont stabilisés dans leur emploi, ils sont beaucoup plus productifs. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Du coup, avec toutes les réserves que vous venez d'émettre, vous craignez des mouvements sociaux à court terme ? Est-ce que ce n'est pas la rue qui va être le seul lieu de l'opposition ? On a commencé par ça. Je dis que l'Assemblée nationale n'est pas représentative. Le danger, c'est que ça se passe dans la rue. Alors, il y a eu des mouvements de contestation sur la loi El Khomri, mais là, je pense qu'on s'attaque au cœur du modèle social français. C'est autant dans la loi El Khomri, on pouvait discuter de ce que nous avions fait, peut-être qu'on l'a mal expliqué, peut-être qu'il y a eu des choses qui auraient dû être mieux précisées. Bon, certainement, et je pense qu'il y a manqué de pédagogie. Mais là, on passe dans autre chose. On passe dans un modèle anglo-saxon. Bon, qui n'est plus le modèle social français. Et ce modèle anglo-saxon, je m'excuse de le dire, quand vous allez aux États-Unis, je ne suis pas persuadé que ce soit un modèle très performant. Quand vous voyez des travailleurs âgés, salariés, touchant d'ailleurs des salaires de misère, mais est obligés de travailler jusqu'à 70 ans parce qu'ils n'ont aucun revenu, là, je dis, moi, ce n'est pas mon modèle de société. Voilà. Je ne suis pas pour... je prends en compte les contraintes qui existent. Je sais ce que c'est qu'être chef d'entreprise. Je sais ce que c'est que la difficulté en termes de charges sociales, de paperasserie. Je pense qu'on peut... D'ailleurs, le vrai travail, ça serait celui-là. Ce serait d'alléger les formules administratives. Si on fait disparaître le RSI, ça sera une bonne chose. C'est vrai que ça a été une mauvaise réforme, mal vécue par les petites entreprises parce que c'était des tracasseries supplémentaires. Le compte pénibilité, mal vécu par les petites entreprises. Mais le compte pénibilité, au contraire, c'est l'inverse. Il faut le rendre encore plus fort. Ça, c'est une vraie conquête sociale. Mais les petites entreprises disent toutes que c'est extraordinairement compliqué à mettre en œuvre. Alors faisons des tables rondes pour simplifier. Ça, c'est pas un problème. On peut le simplifier. On peut le simplifier, on peut alléger, on peut mettre en place. Quel est le problème pour l'entreprise ? Le problème, c'est que vous avez une administration française qui fonctionne avec l'entreprise en matière de suspicion. C'est-à-dire, a priori, on pense qu'elle va tricher. Donc, on multiplie les contraintes pour éviter les tricheries. C'est peut-être un vieil héritage de gauche, oui, non, pas de gauche d'ailleurs. C'est plus un héritage de la manière dont la société française vivait avec l'argent qu'autre chose. Voilà. Donc, je pense que, justement, la vraie révolution à faire, ça serait de dire, on fait confiance
On contrôlera a posteriori si les choses marchent bien, et si elles ne marchent pas, on sanctionnera. Voilà, ça, par rapport tout ce tissu de PME, partir dans cet état d'esprit-là, ça changerait beaucoup de choses. Corinne Laurent, La Croix. Oui, par petits pointillés, on voit le gouvernement avancer ses réformes. Effectivement, il y a la réforme du Code du travail, on évoque aussi une réforme du tiers payant, on a une rentrée scolaire qui se prépare où on propose de revenir sur des réformes qui ont été récemment pour les établissements. mises en place, retour au redoublement. Finalement, est-ce que le gouvernement n'est pas en train d'offrir à la gauche disons, un terrain à peu près aussi propice que le gouvernement de la gauche avait offert à la droite avec le mariage pour tous? Ça, c'est pas à moi, il faut le dire. Oui, mais C'est au gouvernement vous avez actuel. vu ce qui s'est passé avec le mariage pour tous. Est-ce qu'en fait, d'une certaine façon, le paquet Macron, ça ne va pas mettre dans la rue de la même façon Il y a, l'autre incontestablement, France. il va y avoir un débat. Et vous avez bien compris au travers de ce que je vous ai dit, il va y avoir un débat sur la manière dont on dirige la société française. Je vois bien l'emballement qu'il y a aujourd'hui de se dire je recentralise tout, et comme je recentralise tout, ça va mieux marcher. Je pense l'inverse. Je pense qu'à chaque fois qu'un président de la République ne peut pas s'occuper de tout, il ne peut pas être présent partout. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron va s'en rendre compte lui-même, parce qu'il aura l'impression et il verra ce que c'est que la pesanteur de l'administration française. L'administration française... Ça, on ne peut pas le changer, ça? Il veut la C'est changer. très compliqué à C'est changer. très compliqué. C'est toute une mentalité. Il veut changer les directeurs de l'administration centrale. Je vais vous permettre de vous raconter une anecdote. Quand vous arrivez, vous êtes nouveau, vous essayez de faire des choses. Et en face de vous, vous avez des directeurs d'administration. Et la première chose qu'ils vous disent tous, C'est pas posez la possible. question, voilà, vous avez la réponse. Mais ceux-là, ils sont 250 Il et veut le les président changer, Macron... il est en train veut les probablement de changer. faire ses listes Oui. et son Oui, mais marché. c'est pas parce que vous changez. Le problème, c'est qu'un Oui. fonctionnaire, ça fonctionne. Si vous me permettez. Vous êtes bien pessimiste, là. Et Non que vous pouvez changer Oui. les directeurs, c'est la même Oui. chose. Voilà, ils ont une administration derrière, on vous dit c'est compliqué, etc., etc. Bon, voilà, donc... C'est l'inertie. Il faut changer les choses, mais la Oui. meilleure manière de la changer, c'est de la décentraliser. C'est de donner plus. Moi, j'ai été pendant longtemps vice-président de la région. Je vais vous dire une chose, j'étais vice-président de la région chargé de la culture. Et la vérité, c'est que je faisais plus de choses, moi, en tant que vice-président de la région chargé de la culture en Ile-de-France, que ne le faisait le ministère de la Culture. Et j'ai pu prendre Vous aviez beaucoup plus de d'initiatives, pouvoir. alors que j'avais un Oui. budget qui était 100 Oui. fois moins que ce qu'elle avait. Et quand je rencontrais le ministre, il me disait « Quelle chance t'as, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut aller au lieu de reconcentrer, il faut au contraire décentraliser plus, donner plus de responsabilités aux municipalités, aux agglomérations, aux régions, notamment aux régions. Alain Baron, Pour Radio Notre-Dame. rebondir sur votre anecdote, c'est aussi inadmissible de voir des directeurs centraux qui s'opposent ou qui ne veulent pas bouger. Donc Oui, ça peut paraître légitime de changer les hommes et de faire évoluer les... Mais vous verrez que le spoil system, c'est comme ça que ça s'appelle aux États-Unis, Oui. c'est-à-dire on change toute l'administration centrale, produira la même chose. Ça, j'en suis à peu près certain. D'ailleurs, aux États-Unis, quand on discutait avec les responsables politiques américains, ils nous disaient ouais, bon, on change, mais en fait, bon, s'il y a quelques services, c'est utile. Les renseignements, l'intérieur, bon, ça permet d'avoir peut-être plus d'informations, mais ça permet aussi après certaines dérives. Bon, voilà. Mais pour le reste, franchement, je maintiens que c'est plus vers la décentralisation que la reconcentration qu'il faut aller. Romain Masneau, RCF. Pour sortir un peu de nos enjeux strictement hexagonaux, est-ce que la présidence Trump peut être une chance à saisir quelque part pour l'Europe, pour se relancer, pour aller plus avant dans l'intégration politique? Bah, la réponse est dans viendrai. votre question. Je pense effectivement que la présidence Trump, y compris avec le chahut qu'il va y avoir maintenant au regard de ce que révèle l'ancien patron des services de renseignement américain, et donc une fragilité de Trump, qui va avoir vraisemblablement une procédure d'impeachment qui va se mettre en place. Je ne sais pas si elle aboutira, mais en tous les cas, qui va fragiliser son autorité, elle donne une place à l'Europe. Encore faut-il que l'Europe soit capable de la saisir. Encore faut-il justement qu'il y ait un noyau dur européen qui se fabrique vite. Et si vous voulez, autant... Sur la défense, ça a l'air de bouger. Il y a un budget autant, par qui a été exemple, voté. je trouve que ce qu'a fait Emmanuel Macron avec la chancelière Merkel est utile, mais je pense qu'il ne faut pas en rester un tête-à-tête franco-allemand. Je pense qu'il y a un noyau dur. Je pense que les Italiens, les Espagnols, les Portugais doivent être associés à ce noyau dur et aussi tous les pays qui le veulent. Hein. Après, il faut laisser ouvert, mais il y a un noyau dur qui doit se constituer pour mieux s'intégrer. Et là, il ne faut pas perdre de temps. La défense, vous l'avez dit, l'éducation, la recherche, l'éducation. c'est une chose importante. L'apprentissage, Regardez, par exemple. tout le monde a rêvé avec Thomas Pesquet en disant c'est formidable, mais c'est une agence spatiale européenne qui a permis ça. Et donc, c'est pas rien. Voilà. Alain Baron, Radio Notre-Dame. La presse qui, vous l'avez souligné, est plutôt dans un état de grâce, enfin, vis-à-vis du président Macron.
dit qu'il a fait un parcours sans faute en politique étrangère. Oui, en politique étrangère. Oui, mais là, c'est les débuts. Ça fait un mois, à peine. Alors, là, c'est les débuts. Bon, sur la Syrie, si vous me permettez, je mettrai un bémol. Je pense qu'il y a, pour l'instant, une connaissance un peu approximative du dossier, si je peux me permettre ça. Pourquoi ? Parce que si, sur la Syrie, c'est de faire des grandes déclarations sans que ça ait de conséquences derrière, moi, vous savez, les lignes rouges, je me souviens simplement de ce qu'avait dit Obama. Il avait mis des lignes rouges, il ne les a jamais respectées, parce que c'est très compliqué à faire. Et imaginons il y a des interventions d'armes chimiques, la France, de toute manière, elle ne peut pas intervenir toute seule. Hein, et on l'a vu d'ailleurs. Donc il faudra qu'il y ait l'accord des États-Unis pour le faire, ou l'accord des Russes. Bon, c'est pas aussi simple que ça. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention entre des discours va-t-en-guerre très fermes et le fait qu'après on ne soit pas capable de les tenir. Parce qu'à ce moment-là, les Syriens, le pouvoir de Bachar el-Assad, ils rigolent. Ils disent bon, d'accord, ça c'est un tigre de papier. Bon, ça c'est la première chose. Deuxièmement, si on continue à recevoir des représentants d'opposition artificielle qui ne représentent rien et qu'on ne prend pas acte de ceux qui se battent, je vous donne un exemple très simple. La bataille de Raqqa, elle n'est pas menée par ceux qui vont serrer la main des présidents de la République aujourd'hui. Elle est menée par les combattants kurdes. C'est eux qu'il faut aider. C'est eux qu'il faut défendre, y compris contre le gouvernement de M. Erdogan, qui regarde d'un mauvais œil ce qui est en train de se passer. Et qui, souvent, quand ils tirent des obus en ce moment, hop, ils ont plutôt tendance à tomber sur les zones tenues par les Kurdes que contre Daesh. Et ils ont mis en place, y compris des filières d'exfiltration, d'un certain nombre de combattants de Daesh pour les protéger. Je rappelle que toute une partie du trafic pétrolier, c'était l'entourage du président Erdogan, le trafic pétrolier avec Daesh, qui l'avait organisé. Donc il ne faut pas se tromper de cible. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis, sur la Syrie, il faut discuter avec ceux qui représentent quelque chose. Moi, je n'ai pas de mépris pour les personnalités, mais avec ceux qui représentent quelque chose et avoir une solution politique. Tant qu'on n'a pas de solution politique, il n'y a pas qu'une solution militaire en Syrie. On voit bien, on libère les territoires, mais la question qui va être posée, c'est un gouvernement d'union nationale, c'est un plan Marshall, parce que la Syrie est totalement à reconstruire. Si on veut faire revenir les réfugiés en Syrie, il va falloir recréer des entreprises, de l'activité, des choses comme ça. C'est pour ça qu'il faut étudier, je vous ai dit, il y a un plan qui existe, que les combattants kurdes ont mis sur la place avec la fondation La Syrie pour tous, qui est présidée par un monsieur qui est très respectable, M. Kattab, et c'est avec ces interlocuteurs-là qu'il faut discuter. Hein. Et j'insiste, la bataille de Raqqa, elle a besoin du soutien de tout le monde. Une dernière question en un mot pour une réponse en un mot. On est au bout de l'émission. Corinne Laurent-Lacroix. Ça va être dur. Au Moyen-Orient, les relations évoluent entre l'Arabie Saoudite, le Qatar, l'Iran. Est-ce que la France n'aurait pas intérêt à clarifier un petit peu ses relations avec les uns et les autres ? Julien Drey, je regarde ça avec un sourire gourmand parce que vous allez pouvoir retrouver dans les archives télévisuelles des demandes que j'ai faites depuis maintenant 5 ou 6 ans où je demandais qu'il y ait une commission d'enquête parlementaire sur les investissements du Qatar en France. Elle n'a jamais donné naissance, y compris dans ma propre famille politique. J'avais été voir à l'époque le président du groupe, Bruno Leroux, j'ai dit pourquoi tu ne pousses pas ça ? Il m'a dit non, mais attends, il faut voir, c'est compliqué. Bon, en fait, les Qataris savent très bien enterrer tout ça, ont su très bien entourer tout ça. Et je leur avais dit, d'ailleurs, y compris aux Qataris, je leur ai dit, vous avez intérêt à clarifier les choses. Parce qu'un jour, ça va se retourner, et à ce moment-là, la relation qu'on a essayé de construire avec votre pays sera totalement suspecte, et vous allez en payer le prix. On est dans ce moment particulier. Ouais. Voilà, avec des difficultés qu'on voit bien poindre. Et le paysage audiovisuel n'est pas le dernier en cause, si vous voyez ce que je veux dire. Mais alors, en même temps, vous savez, quand c'est l'Arabie Saoudite qui prend la tête de la croisade contre les Qataris, en Syrie, l'intervention de l'Arabie Saoudite, elle a été pire encore que l'intervention des Qataris. Hein. Ils ont aidé des groupes qui... Vous savez ce qui se passait ? Ils donnaient des armes à des groupes, ces groupes, ils prenaient les armes et ils allaient les revendre à Daesh. Voilà. Comment ça se passait ? Ça va très vite. Il faut faire très attention. Quoi. Voilà. Et il faut faire attention aussi, parce que ça, c'est le danger de la politique de Trump. On avait, malgré tout, la diplomatie française, et pas que la diplomatie française, on avait entrepris quelque chose par rapport à l'Iran qui pouvait être positif, qui pouvait créer les conditions d'une sortie de l'impasse dans laquelle avaient mis les ayatollahs de l'Iran. Si on revient en arrière, on peut mettre le feu à cette région du monde. Et quand on met le feu à cette région du monde, tout le monde en paye le prix. Le feu nous brûle aussi. Merci beaucoup, Julien Drey. Ça sera votre dernier mot. Je rappelle que vous êtes porte-parole du Parti socialiste. Avec vous, nous avons donc envisagé les prochaines élections législatives. La semaine prochaine, entre les deux tours, notre invité sera Daniel Simonet, porte-parole de la France insoumise. Merci à vous de votre fidélité. Nous vous donnons rendez-vous à la semaine prochaine.